Est-ce que vous m'entendez? Oui, Merci. Donc, on a dit qu'en 1999, la totalité de la séquence génétique et du chromosome numéro 22 sont connues. Ça veut dire donc l'ensemble des gènes qui sont portés par le chromosome 22 ont été déterminés et leur structure a été identifiée. Donc maintenant, on va passer à la classification des maladies génétiques. Ça veut dire donc, actuellement, on classe les maladies génétiques en 5 grandes catégories. Donc la première catégorie, c'est les maladies chromosomiques, ça veut dire les anomalies ou les aberrations chromosomiques dues à une anomalie donc, au moment de la fécondation ou après la fécondation, ça veut dire donc, au cours du développement embryonnaire, ou post-natal, ça veut dire après la naissance. Donc, on peut donc, rencontrer ces anomalies chromosomiques. On a des anomalies chromosomiques de nombre, ça veut dire donc un gain ou une perte de chromosomes, ou par anomalie de structure. Ça veut dire qu'il y a des cassures au niveau d'un chromosome ou plusieurs chromosomes avec remaniement entraînant ce qu'on appelle les anomalies de structure. Donc, on a dans les anomalies ou les maladies chromosomiques, les anomalies chromosomiques de nombre avec gain ou perte d'un chromosome ou les anomalies de structure avec des cassures au niveau d'un chromosome ou plusieurs chromosomes avec remaniement, entraînant ce qu'on appelle les anomalies chromosomiques. On a plusieurs anomalies chromosomiques. À titre d'exemple, on a les anomalies de nombre comme la trisomie 21, connue sous le nom de syndrome de Down. On a également la trisomie 18, la trisomie 13 et également, donc, parmi les anomalies de structure, on a les insertions, les délétions, etc. Deuxième donc, maladie donc, génétique, c'est ce qu'on appelle les maladies monofactorielles et les maladies monogéniques. On va voir ça dans le cours des maladies monogéniques. Maladie monogénique, c'est une maladie qui est due à la présence d'un gène responsable de la maladie. Donc, soit le gène est porté sur un chromosome somatique, soit donc un autosome, soit porté par les chromosomes X, et on parle d'une maladie donc portée par le chromosome X. Soit le gène est dominant, soit le gène est récessif. Et pour cette donc, pour ces maladies, donc, on aura les maladies donc, autosomiques dominantes, autosomiques récessives, les alix dominantes, les alix récessifs. Donc, on aura 4 modes de transmission des maladies monofactorielles ou monogéniques. Un cas particulier, donc, c'est les maladies donc, mendéliennes présentent une pénétrance incomplète, ça veut dire donc l'individu porte le gène responsable, le gène dominant, mais le génotype, ou le phénotype, il est normal, ça veut dire donc il est porteur de la maladie, mais le CJ, il est sain. C'est ce qu'on appelle une pénétrance incomplète. Donc, on a également les maladies multifactorielles ou polygéniques. Contrairement aux maladies monofactorielles ou monogéniques, les maladies multifactorielles, ce sont des maladies qui sont dues à plusieurs gènes, la présence de plusieurs gènes simultanément avec des facteurs de l'environnement. Ça veut dire que ces maladies nécessitent la présence des gènes, donc plusieurs gènes, un ensemble de gènes, avec la présence d'un facteur de l'environnement, quel que soit donc le stress, par exemple, on a l'exposition aux ultraviolets, par exemple, on a donc l'alimentation, donc plusieurs donc, facteurs de l'environnement. Et parmi ces facteurs, ces maladies, pardon, on a l'HTA, l'hypertension artérielle, le diabète. La transmission donc, ne présente donc pas les probabilités de risque observables chez les maladies monofactorielles, ça veut dire donc n'obéit pas aux lois de Mendel, mais le calcul de la fréquence de ces maladies, il est calculé à partir de ce qu'on appelle la récurrence de la maladie. On va voir donc ces maladies avec plus de détails dans ces maladies multifactorielles. Donc, cinquièmement, on a les maladies génétiques de la cellule somatique, c'est-à-dire les maladies qui touchent l'ADN de la cellule. Grosso modo, donc, ce sont des maladies cancéreuses. Les maladies cancéreuses, ce sont donc tous les cancers sont les exemples de maladies génétiques
des cellules somatiques. Il en est donc de même pour certaines malformations congénitales. Donc, certaines malformations congénitales également sont classées parmi les maladies génétiques de la cellule somatique. Le cancer soi-même donc n'est pas transmissible, mais cependant, il existe une susceptibilité génétique au cancer qui est transmissible. C'est-à-dire donc un individu qui a un père ou un parent atteint d'un cancer, il a une susceptibilité donc plus élevée qu'un individu donc sans antécédent de cancer. Cinquièmement, donc dernière classe donc des maladies, ce qu'on appelle les maladies génétiques liées à la mitochondrie, ce qu'on appelle les maladies mitochondriales. Il faut savoir que l'ADN mitochondrial est un ADN qui est particulier, car donc il est circulaire et les mutations sont plus nombreuses. C'est-à-dire donc les mutations qui touchent l'ADN mitochondrial sont plus fréquentes que dans l'ADN de la cellule. L'ADN mitochondrial provient uniquement de la mère. Ça veut dire donc la transmission de ces maladies, elle est faite par la mère uniquement. Donc c'est une transmission maternelle. Donc lors de la fécondation, le spermatozoïde apporte au noyau d'origine paternelle qui va donc fusionner avec le noyau de l'ovule, l'ovocyte d'origine maternelle, mais le cytoplasme de l'œuf est exclusivement d'origine maternelle. C'est-à-dire donc le contenu des mitochondries provient uniquement donc de la mère. Par conséquent, les maladies mitochondriales sont des maladies à transmission maternelle exclusive. Donc, j'ai terminé avec le premier cours. Est-ce que vous avez des questions? Donc, maintenant, on va passer au deuxième cours, qui est la transcription. Donc, la transcription par définition, c'est l'information d'abord contenue donc par définition, l'information contenue dans la séquence nucléotidique d'un gène est convertie en une fonction biologique utile, ça veut dire en protéine, en deux étapes majeures. La transcription, la première étape. La deuxième, c'est la traduction. Notre cours d'aujourd'hui donc va porter sur la transcription. Ce courant d'information génétique, il est unidirectionnel. Ça veut dire donc une fois la première étape, elle est déclenchée, il va y avoir donc la formation de l'ADN, ensuite de l'ARNM, et ensuite donc la formation de la protéine à la fin. Donc ce processus, il est unidirectionnel. L'information contenue dans la séquence codante d'un gène est d'abord transcrite en une molécule d'ARN intermédiaire, complémentaire à la séquence de brins codants de l'ADN, la transcription. La deuxième étape, donc ensuite, les séquences informatives est portée par le ARN messager, ARNM, et traduite en une séquence correspondante d'acides aminés. C'est la traduction qui aboutit à la formation d'un polypeptide ou la protéine. La première étape donc de... Pardon. Donc, mécanisme, donc la première étape de la synthèse des protéines est la transcription. Elle consiste à faire copier une séquence nucléotidique d'un brin ADN sur une portion d'un gène en une séquence nucléotidique complémentaire. Complémentaire, donc, constituant ce qu'on appelle le brin d'ARN messager. L'ADN se désenroule, ça veut dire qu'il va donc se décondenser au niveau d'un gène codant pour une protéine donnée grâce à un complexe enzymatique ARN polymérase. Donc, l'ARN polymérase, elle est fondamentale dans ce processus de la transcription. Un des deux brins de l'ADN, à savoir un brin informatif, ce qu'on appelle le brin matrice, et qui est transcrit
donc, ou transcrit donc dans le sens 3', donc 3 prime sert de modèle de la fabrication de l'ARN messager. Chaque nucléotide de l'ADN attire un nucléotide complémentaire à l'exception de l'uracile qui remplace la thymine sur l'ARN M. Ça veut dire donc, au lieu donc de la cytosine, on aura la guanine. Donc, au lieu de l'adénine, on aura donc l'uracile et ainsi de suite. Donc, l'ARN messager va être formé. L'ordre nucléotide donc, de l'ARN est imposé par l'ordre de l'ADN. Donc, l'ARN est la copie de l'ADN et l'ARN se détache et migre hors du noyau. Donc, elle va quitter le noyau par les pores nucléaires dans le cytoplasme en sortant par les pores nucléaires. Réassociation des brins d'ADN lorsque l'ARN polymérase se détache. Le brin d'ARN messager est identique à celui de l'ADN non transcrit, sauf que l'uracile est remplacé, comme on a dit, donc, par la thymine. Les molécules impliquées dans ce processus de la transcription, à part de l'ADN et l'ARN, les autres types d'ARN sont formés, notamment l'ARN de transfert, l'ARN T, et on a également l'ARN R, l'ARN ribosomal qui sont formés au cours de la transcription. Tous ces ARN vont intervenir dans l'étape suivante qui est la traduction. Donc uniquement au cours de la transcription, l'intervention de l'ADN et de l'ARN M. Bien sûr, donc avec la présence de l'ARN M polymérase. Les étapes de la transcription. Donc, la transcription, elle se déroule en 3 temps, 3 étapes. La première étape, c'est l'initiation. Deuxième étape, c'est l'élongation. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle donc, on a dit que la première étape de la transcription, c'est l'initiation. Deuxième étape, c'est l'élongation. Troisième étape, c'est la terminaison. Donc, le brin d'ARN est synthétisé de son extrémité 5' vers son extrémité 3'. Donc, unidirectionnelle. La transcription, elle se fait dans un sens bien déterminé, 5', 3'. La synthèse d'ARN est contrôlée par une ARN polymérase qui est essentielle, indispensable à la transcription. Donc, les trois étapes, pardon. Les 3 étapes de la transcription. Donc, la première étape de la transcription est la reconnaissance d'une séquence spécifique de l'ADN, au niveau de l'ADN, par l'ARN polymérase et sa liaison à ce site, à cette séquence, et ce qui va entraîner donc le début de la transcription. À cet endroit, le double hélice s'ouvre, donc les 2 brins s'ouvrent, et une fois donc la polymérase elle se fixe à ce site, qui est la séquence spécifique, il va y avoir ouverture des 2 brins et le début de la transcription. Donc, le double hélice s'ouvre et un complexe d'initiation rend le brin matrice accessible par appariement des bases. Une fois donc l'uracile se fixe, il va y avoir donc enchaînement de la formation de l'ARN. La deuxième étape, c'est l'élongation et la prolongation de l'initiation. L'élongation commence quand l'enzyme se déplace le long de l'ADN, ça veut dire la polymérase, l'ARN polymérase, en allongeant la chaîne d'ARN. Pardon.
Et pardon. Et l'élongation, donc, elle se fait pas, donc, au fur et à mesure donc, de son déplacement. L'ARN polymérise. Donc, l'ADN qui a été transcrit s'enroule à nouveau en une double hite derrière la polymérase. Donc, on voit donc, ici en vert, c'est l'ARN donc, qui est synthétisé au cours de la prolongation, l'élongation, pardon. Et au fur et à mesure donc, que se forme donc, l'ARN, il va y avoir pardon, il va y avoir donc formation de l'ARN jusqu'à donc arriver donc un endroit où donc se termine donc la transcription et vient donc l'étape de la terminaison. Chez les eucaryotes, donc la terminaison est assurée par des signaux spécifiques dont le signal de polyadénylation, ça veut dire donc la présence de AAU, AAA, qui donc détermine la fin de la transcription. L'ARN polymérase continue sa transcription un peu après donc, ce motif, puis est libéré sous l'action de divers facteurs. La transcription proprement dite est terminée, mais l'ARN obtenu n'est pas fonctionnel. Pour autant, il doit donc subir 3 étapes de maturation. Ça veut dire l'ARN à la fin, donc la transcription qui est formée n'est pas mature. Il va donc subir des modifications, donc ce qu'on appelle donc la maturation de l'ARN. Donc on va voir donc ces étapes de maturation. Donc au point de terminaison, l'ARN polymérase se détache de l'ARN et la formation d'un transcrit primaire instable est alors achevée. Ça veut dire donc l'ARN prématuré, prémessager est formé, donc ce qu'on appelle donc la formation d'un transcrit ou ARN prémessager. Où se trouve la matrice? Donc la maturation de l'ARN, donc on a dit chez les eucaryotes, avant de pouvoir être utilisé pour la traduction, l'ARN doit subir une maturation qui le transforme en ARN messager. La première version de ARN-M, qui est produite appelée ARN prémessager, est entrecoupée d'introns. Donc, au niveau de l'ARN prémessager, on retrouve des introns et des exons. Les introns, ce sont des séquences non codantes au niveau de l'ADN. Les exons, ce sont les séquences codantes qui sont transcrites et traduites en protéines. Pour que le nouvel ARN puisse servir de messager, il doit subir certaines modifications avant la traduction. Donc, l'addition ou l'ajout d'une coiffe, c'est ce qu'on appelle le capping, l'ajout d'une queue polyadénylation, et des coupures, ça veut dire l'élimination des introns. On va commencer par donc, la première étape qui est l'ajout de la coiffe, le capping. L'ARN-M des eucaryotes subissent au niveau donc, de leur extrémité syncyprine une modification appelée ce qu'on appelle le capping, qui correspond à l'addition de nucléotides modifiés qui est la 7-méthylguanosine. Ce capping évite que l'ARN-M soit dégradé depuis donc, son extrémité 5' par les exonucléases qui sont des enzymes et présentes dans le cytoplasme. C'est aussi donc un signal autorisant le ribosome
à reconnaître le début de la molécule d'ARN, M. Donc, ça veut dire donc la mise en place de la coiffe, qui est le capping, au niveau de l'extrémité 5' qui va protéger donc l'ARN M, donc qui va protéger donc contre l'action de ces enzymes qui sont donc principalement des exonucléases. Deuxième donc, processus donc, qui se déroule au cours de la maturation de l'ARN, c'est la polyadénylation ou l'ajout de poly-A. La majorité des pré-ARN-M messagers des eucaryotes sont modifiés en leur extrémité 3' par l'addition d'une séquence pouvant compter jusqu'à 250 adénines et consécutive appelée queue poly-A. La queue poly-A sert à protéger l'ARN M d'une dégradation de la séquence codante en 3' par des exonucléases également, mais du côté de l'extrémité 3'. Donc ça, concernant donc la polyadénylation. Troisièmement, c'est les coupures des intrants du transcrit. C'est ce qu'on appelle l'épissage. L'ADN des eucaryotes possède des séquences codantes qui sont les exons et des séquences non codantes qui sont les intrants. Seuls les exons participent donc à la synthèse des protéines. l'ARN donc des eucaryotes est d'abord produit sous forme de pré-ARN-M qui contient toutes les séquences des gènes, ça veut dire des intrants plus des exons. Ensuite, donc, les intrants vont être éliminés au cours donc, de ce phénomène de maturation de l'ARN et il subit ensuite une opération, ce qu'on appelle l'épissage. Un complexe nucléoprotéique reconnaît les intrants et les élimine. Donc, on voit ici donc, la première, donc ici, un fragment, c'est le gène complet qui renferme les intrants et les exons. Ensuite, donc, au cours de la transcription, il va y avoir formation des gènes, de l'ARN prémessager. Le transcrit, ensuite, donc, il contient des intrants qui sont en blanc et les exons qui sont en bleu. Donc, avec maturation, il va y avoir élimination des intrants, qui sont les séquences non codantes. Et ce qui reste au niveau donc, de l'ARN M, uniquement les exons, qui sont les séquences codantes. Donc, le gène ici, donc, avec les séquences codantes, qui sont les exons en bleu, les séquences non codantes en blanc, qui sont les intrants. Donc, avec l'épissage, il va éliminer les intrants et ce qui reste ensuite, uniquement les exons qui forment l'ARN messager. Donc, maintenant, on va passer au troisième cours rapidement. Est-ce que vous avez des questions? Donc, concernant vos questions, donc je vais rapidement... Donc, concernant vos questions, donc le promoteur de la transcription, donc c'est le promoteur, donc par définition, donc c'est une séquence qui se trouve dans l'extrémité 5' de l'ADN qui va déterminer donc le début de la transcription. Le promoteur, donc on a plusieurs donc séquences de promoteurs, donc c'est ce qu'on appelle les
les boîtes ou les box en anglais. On a la plus connue, donc c'est la box ou la boîte Tata, donc qui est située au niveau en amont donc du 5' et qui va donc déterminer le début de la transcription. Donc ça concernant le promoteur. La boîte Kata? J'ai pas compris le nom. La boîte Tata. T-A-T-A. Thymine, adénine, adénine. La boîte Tata qui est le promoteur. D'accord? Vous allez voir ça dans le cours du gène. Donc les différents composants du gène. D'accord? Merci. Concernant donc vos questions, le cancer peut être transmissible. Non, le gène n'est pas transmissible. Donc on peut donc n'est pas héréditaire. Donc on peut dire que le cancer donc est une maladie pour certains cancers comme le côlon, le cancer du sein. Donc on a retrouvé que les individus présentent une susceptibilité, ça veut dire donc le risque augmente avec les antécédents. Si on a donc un des parents qui présente donc un cancer du côlon ou du sein, donc ces individus présentent un risque plus élevé par rapport aux autres individus de la population qui n'ont pas d'antécédents. D'accord? C'est ce qu'on appelle la susceptibilité. Donc, ça veut dire un risque plus élevé par rapport donc, aux autres individus de la population qui n'ont pas d'antécédents de cancer dans la famille, bien sûr. Vous avez des questions, d'autres questions? Brin motrice, c'est quoi? Comment? Brin motrice, c'est quoi? Brin? Motrice. Matrice, le brin matrice. C'est le brin ADN qui va être transcrit. Donc, par exemple, donc, dans l'ADN, on a deux brins. Un brin complémentaire et un brin matrice. C'est le brin qui sert à la transcription. L'autre uniquement, donc, c'est pour la structure, pour la complémentarité. Ok.